Bertrand, bonjour. Bonjour Antoine. Merci de nous accueillir au ROC. Ah ben c'est avec grande joie. Et puis je rappelle juste pour l'anecdote qu'on s'est connus parce qu'on m'a envoyé spontanément une bouteille C'est ça. d'une cuvée dont on va parler en amphore et ça m'a plu. Et là, en repassant sur les Corbières, on s'arrête pour. On va commencer pour parler on parle des territoires, des différents domaines qu'on rencontre. Là, on est sur Alaric. Montagne d'Alaric, c'est ça. Beau massif. De l'autre côté de l'autoroute, pour que les gens comprennent bien, qu'on va de Lézignan à Carcassonne. Vous êtes Exactement, sur la oui. Droite, c'est pas une rive, c'est pas la rive droite, c'est la rive droite de l'autoroute. Propriété familiale. Comment on peut décrire le style de l'Alaric? Moi, j'ai découvert qu'il y avait plus de grenache qu'ailleurs dans ce secteur-là. Et ce grenache, voilà, il signe particulièrement les vins du domaine. Le grenache signe toutes nos cuvées, il est présent un peu dans toutes nos cuvées, certaines avec des grosses dominantes. On a une cuvée La Fleur avec 80% de grenache, donc une expression quasiment du cépage pur. Oui. On a une autre cuvée avec 60% et après on le retrouve dans les assemblages à hauteur de 20-30% dans tous nos vins. Alors c'est pas le grenache des PO, très riche, c'est pas non plus le grenache qu'on peut avoir un petit peu plus sur le maritime. Il y a une influence climatique, un peu de fraîcheur aussi, qui est un peu la fraîcheur sur ce secteur-là qui signe ce grenache? Le terroir de la montagne d'Alaric, c'est le terroir le plus au nord de l'appellation déjà. On a plus de vent que le Corbière en général, parce qu'on est dans un couloir. Qu'il y en a déjà beaucoup, pourtant. Qu'il y en a déjà beaucoup, mais nous on est un couloir entre la montagne d'Alaric et la montagne noire, dans lequel il s'engouffre. Après, il se répartit sur tous les Corbières, il n'y a pas de jaloux niveau vent, mais c'est vrai qu'on a un terroir très venteux. Et en termes de fraîcheur, on a des terres peut-être un peu plus profondes que dans les hautes Corbières, et le grenache, c'est vrai qu'il s'épanouit relativement bien dans ces terres. Voilà. Alors le grenache, il est un peu partout, mais il y a une gamme assez intéressante parce que, tiens, on va parler, on est devant des barriques. Ça, c'est la signature du papa. C'est la cuvée, on en parle. Donc ça, c'est Syrah boisé début des années 2000. C'est ça, exactement. 80% de Syrah, 20% grenache carignan. Excelsius. Voilà. En 2000, super millésime, avec son œnologue, ils se sont dit il faut faire quelque chose avec ces Syrahs. On avait quand même aussi pas mal de Syrah. Et ils sont partis sur du chêne américain pour apporter un côté hyper vanillé, caramélisé sur un cépage déjà très aromatique à Syrah. Et ça a fait quelque chose de très atypique pour l'appellation, mais qui a inspiré aussi quand même d'autres exploitations pour ce style de vin qui, je pense, a fait progresser les Corbières dans l'élevage. Voilà, et puis avec les Corbières, l'identité, elle est toujours fluctuante. On sait, ça signe une époque des Corbières. Alors j'ai vu une autre cuvée, là c'est votre sœur avec qui vous travaillez. Alors elle est partie sur complètement un autre projet. L'opposé de mon père, déjà pas un pet de bois dessus, et 80% de grenache, et un tout petit peu de syrah, justement pour apporter un peu de couleur et de tanin à ces grenaches qu'on fait sur le terroir de la montagne d'Alaric, avec beaucoup de fraîcheur, pas forcément très puissant, mais une belle rondeur, un beau fruit, des vins plus modernes qui sont beaucoup plus consommés maintenant que la cuvée Excelsius, qui était la cuvée phare dans les années 2010, on va dire. Et maintenant, on est sur du vin beaucoup plus digeste. Oui. C'est pas non plus du vin glouglou parce qu'il y a quand même une matière, mais plus digeste. Plus digeste. Et puis, pour venir quand même un des derniers petits bébés, donc c'est l'amphore que vous avez travaillé, sans soufre aussi. C'est ça. Et alors ça, comment vous est venu c'est votre génération, ça c'est sûr que vous avez envie d'aller chercher, tester d'autres contenants, mais vous, le déclic, et vous avez rencontré un vigneron qui travaillait un peu comme ça? Exactement. À la sortie de mes études, je me cherchais un peu et j'ai eu un poste à la Chambre d'agriculture de Haute-Corse. Donc j'ai sauté dessus, conseiller viticole et œnologique, et pendant les vendanges, je suivais une vingtaine de domaines en Haute-Corse avec un autre œnologue. Et là, j'ai rencontré Titi Estève, le Clos Canereccia. Canereccia, voilà, donc en haut de la plaine orientale. Plaine orientale, sur un terroir assez atypique aussi. Et Titi, tu viens d'où? Et puis petit à petit, c'était vraiment l'itinéraire immanquable. Dès que je passais en plaine, j'allais chez lui. Tous les jours, presque, on mangeait ensemble. Et puis lui, c'est quand même... Alors lui, il avait une vieille cave avec des murs énormes, donc il a cassé ses cuves. Exactement. Et il a rentré à l'intérieur ses amphores. Qui viennent acheter chez nous, qui sont produites à Castelnaudary sur des argiles locales.
Ce sont les petites amphores qu'on voit, moi j'en ai vu aussi un petit peu dans le sud-ouest aujourd'hui. On les retrouve quelques un peu partout. bons vignerons sur Fronton travaillent. Alors c'est une argile un petit peu poreuse quand même, il faut faire attention, c'est un objet un peu fragile. Poreux. Les premières années, on a eu une part des anges de 15% pratiquement, donc qui est quand même importante. On se demandait quand ça allait s'arrêter. Et au fur Ça coûte cher au départ de remplir. Mine de rien, ça coûte cher parce qu'il y a une partie qu'on perd de vin. Et au cours du temps, elles sont quand même moins perméables et on perd moins de vin. Et alors après, le sans soufre, bon, conseil viticole, donc vous avez déjà testé, vous avez peut-être fait ça pour des clients aussi. L'approche que vous en avez, c'est pour faire du sans soufre ou c'est parce que le goût du sans soufre vous séduit? Parce que quand on bascule dans cet univers-là, après, notre goût change quand même. Le goût change, c'est vrai. Nous, c'était plus le défi technique. Le fait de le faire sur des tout petits volumes, on a quand même une surveillance plus fine. Si on voit qu'on a une amphore qui commence à avoir des goûts de réduit, d'oxydation, quoi, on peut la traiter plus rapidement sur un petit volume. Donc c'était un peu l'idée. Et quand vous dites la traiter, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites quand apparaît des formes de réduction, par exemple? On peut avoir un simple petit collage, on peut avoir un petit coup d'oxygène pour enlever une réduction. Parce que malgré la porosité, c'est assez réducteur dans l'amphore. C'est ça qui est étonnant, le côté, certains le décrivent comme une turbulence qui fait que le vin est toujours un peu en suspension, apporte le côté réducteur à l'amphore, et c'est ce qui les protège aussi, les vins, dans ces contenants-là. Et ce relargage, parce que moi je sens quand je goûte les vins amphores, j'entends de très légers tanins, comme on en a avec l'apport du chêne. Ça, vous avez des retours aussi, les clients sentent, ou des fois je me sens un peu seul quand je décris ça? Non, moi j'étais à fond là-dedans quand je suis revenu de Corse, et ma sœur, les premières dégustations, elle me dit j'ai l'impression de manger une crayeux. Il y a un tanin crayeux qui est apporté avec l'amphore. Est-ce que c'est l'amphore qui relargue? Je pense pas. Mais je pense que sur l'élevage, ça rend les tanins un peu plus crayeux. Ça rend les tanins. L'analyse, c'est les tanins du raisin qui deviennent plus crayeux. C'est pas un relargage d'argile. Non, bon, c'est bon, je me disais, c'est peut-être bon pour la santé, hein, au final. Bon, très bien. La viticulture, on n'a pas parlé. Bio? C'est ça. On a 50 hectares en bio autour du domaine. L'assemblage de parcelles, en termes d'encépagement, on est sur de la Syrah, du Grenache, du Carignan, des vins de pays sur les parties plus pleines, et un peu de Corbière blanc qu'on replante. À partir de cette année, on va redévelopper le Corbière blanc parce qu'il y a quand même une belle demande sur les... On l'a constaté. Sur les AOP blancs. Ouais. Et puis même, on l'a constaté dans la bouteille, c'est intéressant, il y a vraiment des belles choses. Et vous, quels sont les cépages qui vous intéressent en blanc? Nous, on a une parcelle qui a une trentaine d'années, qui a un Grenache blanc sur la partie la plus maigre en hauteur, un Vermentino sur un semi-coteau, et au plus bas, on est sur une Marsanne. Et le Vermentino nous plaît vraiment, donc on va replanter une petite parcelle de Vermentino pour... Mais ça, c'est le tropisme corse, ça. C'est peut-être que vous avez attrapé en Corse avec le Vermentino. Non, mais c'est vrai que c'est un cépage avec lequel on peut tout faire aussi. Et comparable au Grenache, on peut le vendanger en petite maturité. Il va être très frais, très acidulé et surmûri. Il va faire des vins qui se rapprochent presque du Viognier, très concentrés. C'est un cépage très polyvalent. C'est sûr. Bon, on viendra goûter ça. Voilà. Merci Bertrand. Avec plaisir.